Ravi de vous retrouver pour cette troisième capsule temporelle. On est jeudi, il est 18h32. Bon, tu m'excuseras, je suis pris, j'ai la gorge enrouée. Je vais faire au mieux. J'ai décidé de m'engager à faire une vidéo par semaine, donc je m'y tiens. Bon, déjà, pour planter le décor, faut savoir qu'on vit un tournant charnière dans l'histoire de l'humanité, puisque entre le 19e et le 21e siècle, l'espérance de vie en France, elle a doublé. Au début du 19e siècle, elle était de 37 ans, et elle atteint à la fin du 19e siècle 45 ans, notamment grâce à la vaccination contre la variole. On observe ensuite une accélération au cours du siècle suivant. C'est une période faste, mise à part lors, bien entendu, des deux grandes guerres mondiales. Et cette accélération, elle est notamment due grâce à la lutte contre les maladies cardiovasculaires, et les cancers. Pour arriver en 2020 à une espérance de vie pour les hommes qui s'élève à 79,2 ans, et pour les femmes, comme tu peux le voir ici, de 85,3 ans. Donc, c'est dû à quoi, tu me diras, cette augmentation-là, sur cette dernière période de l'espérance de vie? Cette amélioration, elle est due à la prévention des maladies plus rares, ainsi qu'à l'incursion de la technologie dans les domaines de la médecine prédictive et de son application. Bon, les avancées liées à la santé sont les causes principales, mais il existe d'autres d'autres facteurs qui rentrent en ligne de mire. Et aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer son espérance de vie en gardant en tête ces 5 facteurs clés. Mais toutefois, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te souhaite bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Time Mindset, je suis Mourad Sheikh Darwesh. Je suis sociologue de formation et voilà maintenant 7 ans que je bosse sur les questions des temporalités sociales qui pour moi sont majeures. J'ai jeté mon dévolu sur 3 axes de temporalité spécifiques, les temporalités biographiques, les temporalités productives et les temporalités numériques. Cette chaîne elle a pour but d'aider à mieux appréhender tes temps, que ce soit dans l'idée que tu t'en fais ou encore dans sa pratique au quotidien. Les données et les chiffres que je vais t'exposer ici, ils prennent leur substance d'une part de 4 bases de données d'enquête issues de l'INSEE qui vont de 2009 à 2025 et d'un croisement de 4 études menées en 2016 par Nathalie Blampin, qui est une sociologue contemporaine qui a notamment travaillé sur les questions d'espérance de vie. Et je vais faire en sorte pour chaque point de t'exposer 2-3 sous-items pour éviter d'entrer dans un florilège de chiffres. Je mettrai à la fin de cette vidéo toutes les sources que j'ai mobilisées si tu veux aller plus loin dans ta réflexion. Donc sans plus tarder, on va attaquer le premier point, le niveau de diplôme. Hein. C'est clair, et oui, on entend beaucoup de discours disant que les diplômes n'ont aucun intérêt, ou que peu de sens en ce moment, mais c'est une idée préconçue, puisque entre les diplômés du supérieur et les non-diplômés, il existe un écart d'espérance de vie de 7 ans, tout en sachant que cet écart pour les hommes, il est de 5 ans, et pour les femmes, il est de 4 ans. Bon, il existe peu de travaux qui croisent les catégories sociales et les diplômes. Madame Blampin, elle est partie ici de documents de travail effectués en 2005, pour la période entre 1970 et 1990, et elle a un deuxième temps de travail qui a été réalisé en 2011, pour la période du milieu des années 2000. Voilà, c'était juste un petit point méthodologique. Maintenant, on va passer au deuxième point, qui est le deuxième facteur, qui est la condition de travail de chaque catégorie sociale. Et comment ça peut améliorer l'espérance de vie. Toutes les catégories sociales, ont profité du progrès de l'espérance de vie, mais les écarts entre les cadres et les ouvriers, ils sont maintenus. Il est à noter qu'entre 2009 et 2016, les hommes cadres vivent en moyenne 6 ans de plus que les hommes ouvriers. Et concernant nos homologues féminins, entre les femmes cadres et les femmes ouvrières, on a seulement 3 ans d'écart d'âge. Maintenant, si on veut rajouter une petite note complémentaire concernant l'inactivité professionnelle des hommes et des femmes, on peut dire notamment que l'inactivité masculine elle est associée à un plus fort risque de décès que l'inactivité féminine. Pourquoi, tu me diras? Ça s'explique parce que l'inactivité masculine elle est souvent liée à un problème d'inaptitude, d'handicap, tandis que chez les femmes, c'est plus lié au fait de prendre soin des enfants. Donc voilà pour le deuxième point. Ouais, c'est relativement rapide, j'essaie d'être concis. Donc le troisième point, lui, il est lié au niveau de vie, combiné à l'âge du décès, au revenu disponible, à la composition du ménage, et voir comment ça s'articule pour l'espérance de vie.
Donc, reste jusqu'au bout, j'ai quelque chose d'important à te dire parce que je t'ai concocté un 6e point bonus. Tu m'en diras des nouvelles. Donc, rien de surprenant pour ce troisième facteur, hein. Le niveau de vie, on vit dans un monde capitaliste, hein. On ne peut faire autrement, enfin, sauf si on est prêt à assumer un degré de marginalité élevé ou qu'on a des revenus satisfaisants, ou encore si on a atteint un haut degré de spiritualité. Enfin bon, c'est pas le sujet du jour. Reprenons ce qu'on disait. Donc pour objectiver le niveau de vie, Madame Blancpain, elle a combiné les variables que je t'ai exposées juste avant. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais bon, plus on est aisé, plus l'espérance de vie est élevée. Voilà, c'est pas un secret. Ainsi, ce qu'on peut voir, c'est que entre 2012 et 2016, parmi les 5% les plus aisés, l'espérance de vie à la naissance des hommes est de 84 ans contre 71 pour les 5% les plus modestes, soit un écart de 13 ans. C'est clairement plus d'une décennie, c'est pas négligeable. Chez les femmes, cet écart il est plus faible, il est de 8 ans sépare les plus aisés des plus modestes. Donc, pour traduire cela de manière un peu plus concrète, l'auteur a illustré ça de manière, on va dire, beaucoup plus monétaire chiffrée. En gros, à un niveau de vie de 1000 € par mois, avec 100 € supplémentaires, on a une augmentation de l'espérance de vie de 0,9 ans. Et chez les femmes, elle est de 0,7 temps. Tandis que l'écart, il n'est plus que de 0,3 et 0,2 aux alentours d'un niveau de vie de 2000 € par mois. Autrement dit, lorsqu'on a des bas revenus, une augmentation de 10% peut s'accroître de, je ne veux pas dire de bêtises, 7 à 9 mois l'espérance de vie. Mais bon, ça a confirmé à revoir. Bon, à l'heure actuelle, la situation économique est différente que lorsque l'étude a été faite. On a vu un accroissement, une explosion de l'inflation, une augmentation du coût de la vie, donc on va dire que ces chiffres ils sont à relativiser quelque peu, même ils mériteraient une réactualisation. Toutefois, ces constats ils restent d'actualité et les écarts subsistent et ils se sont quelque peu intensifiés. Voilà pour le 3e point. Maintenant, on va passer au 4e point que tu as découvert. Donc, 4e facteur, c'est l'accès différentiel aux soins, qui s'est lié notamment à des questions de santé. D'emblée, il est important de dire que tous les niveaux de vie peuvent être la cause d'un état de santé plus ou moins bon, donc d'une durée de vie plus ou moins longue. Force est de constater que les difficultés financières peuvent limiter l'accès aux soins. J'en ai fait l'amère expérience, et je te raconterai peut-être cela en temps voulu, si tu es toujours de la partie. Pour illustrer ça, il y a une enquête tirée de l'IRDES, qui est l'Institut de recherche et de documentation de l'économie de santé, qui s'intitule Protection sociale et santé, qui était parue en 2014. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude? C'est que 11% des adultes parmi les 20 des plus modestes disent renoncer pour des raisons financières à consulter un médecin au cours des 12 derniers mois, contre 1% parmi les plus aisés. Concernant maintenant la santé et les études, je vais sûrement encore dire des banalités, mais c'est important quand même de le rappeler. Une santé défaillante, ça peut freiner la poursuite des études, l'exercice d'un emploi ou l'accès des emplois plus qualifiés. Et ça pousse aussi à avoir des comportements plus risqués envers sa santé. Notamment, on peut voir par exemple que, et ça c'est plus allié avec des diplômes, moins on est diplômé, plus on a des comportements à risque. Ça c'est pour les deux genres. Donc, ça c'était un petit aparté. Autre élément concernant maintenant la catégorie sociale et la santé, les cadres qui ont un niveau de vie élevé sont moins soumis au risque professionnel, que ce soit les maladies, les expositions à des produits toxiques, les risques musculo-squelettiques par rapport aux ouvriers. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capacité à éviter les maladies et accidents, et c'est aussi corrélé au fait qu'ils ont une capacité à atteindre des postes au niveau de rémunération élevé. On a fait le tour pour le coup de ce 4e facteur. J'espère que tu es toujours là et que et que je suis relativement audible. Maintenant, on va passer à l'avant-dernier point, parce que j'ai un 6e point qui va arriver. Donc, c'est la région de résidence. Donc, c'est un élément qui est relativement sous-estimé, mais le lieu de résidence, il peut influer sur l'espérance de vie. Selon les classements des régions,
le risque de décès à sécurité à âge donné font que ça correspond au fait qu'on a une probabilité de décès qui est beaucoup plus forte selon la région dans laquelle on est. Donc ça correspond bien, on voit par rapport et l'espérance de vie, elle est faible par rapport, aux régions, avec des meilleures infrastructures, avec une meilleure économie, et bien entendu, catégories de population aussi, qui ont un niveau de vie élevé, et cetera. Il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de mire, mais je ne vais pas les exposer plus ici. Donc entre 2012 et 2016, ça c'est pour illustrer ce que je disais avant, ceux qui résidaient en Île-de-France, ils ont eu en moyenne un risque de décès inférieur à 6% aux personnes qui résidaient en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ça au moins c'est plus textuel, ça peut paraître un peu résiduel, 6%, mais ça peut tout de même jouer. Voilà, et maintenant on va passer au 6e point bonus, hein. Et donc c'est le temps de repas, en gros le temps d'alimentation. En moyenne, on passe 2h22 de plus au temps consacré au repas en 2010 par rapport à 1984. Toutefois, cela est à mettre en perspective puisqu'on remarque une augmentation des suppressions de repas de par notamment les obligations professionnelles. Et on voit un changement aussi de comportement lié au temps de restauration. Typiquement, on a une hausse des prises de déjeuner seul, en solo. Les jeunes, ils consacrent quasiment 2 fois plus de temps que les seniors au grignotage, donc moins de temps de restauration à heure fixe, et ils sont moins constants dans la prise des 3 repas par jour. De plus, le temps de restauration ne sont plus sacralisés comme auparavant, hein. C'est là, c'est à ce niveau-là. Avant, il y avait des temps fixes, on va dire 8h, 13h, 20h. 8h petit-déj, 13h déjeuner, 20h dîner, mais un accroissement des repas qui est pris en livraison ou dans des lieux extérieurs au domicile désormais. Tous ces éléments, ils augmentent grandement en fait le risque d'obésité, qui est devenu une cause actuellement de santé publique, et c'est ce qui fait en fait que ça peut réduire ton espérance de vie. Mais pas que, parce qu'il y a aussi le temps d'écran qui peut jouer aussi un rôle aggravant. En 2010, par exemple, 19% du temps consacré à l'alimentation est passé devant le petit écran. C'est 3 points de plus qu'en 1986. Il faut savoir qu'une personne sur 10 regarde la télévision en mangeant le matin, 1 sur 5 le midi et 1 sur 4 le soir. Quant aux personnes seules, elles consacrent 22% de leur temps de repas devant le petit écran, contre 16% des couples avec des enfants. Et au moment du dîner, elles sont 37% devant la télévision contre 20% des couples avec enfants. Bien entendu, la pratique, elle diminue quand le niveau de vie augmente, hein. Les personnes les plus modestes, elles passent 21% de leur temps de repas devant la télévision, alors que les personnes plus aisées en passent 15%. À l'inverse, les personnes les plus aisées passent le plus de temps de repas en compagnie de personnes extérieures, en moyenne 38 minutes par jour en tant que tel, contre 25 minutes à peu près pour les plus modestes. Bon, pour apporter un vent un peu de jovialité et d'espoir, concernant les seniors, hein, la plupart ont toujours conservé la pratique de la prise de repas en famille et à heure fixe. Et on peut dire aussi que les femmes, elles ont une plus grande sensibilité au fait de manger en groupe. Ça permet d'augmenter, de favoriser le mieux-être. Et à l'heure où la solitude prend de plus en plus de place dans nos sociétés, le lien social, c'est un facteur clé pour établir une meilleure santé. Bon, ça a été un florilège de données et de chiffres. J'espère que j'ai pu être relativement compréhensif, que tu as pu aussi trouver des faits intéressants. Maintenant, pour récapituler, ton diplôme est élevé, plus ton espérance de vie augmente, plus tu as un accès aux soins facilités, plus tu as de la longévité dans ton parcours de vie. On retient également que les cadres, ils ont une plus grande proportion de longévité, par rapport aux ouvriers, même s'il existe des disparités internes dans chaque catégorie sociale, hein. Donc ça pousse à nuancer ces éléments-là. Que la région où tu résides, ça joue un rôle dans le devenir de ton espérance de vie. Et enfin, que le temps d'alimentation cohérent, conséquent en tout cas, correct, on va dire 35 à 45 minutes, on va dire plus 40,
allez, 45 à 1 heure plutôt, associé à un rythme de prise de repas fixe et entouré de tes congénères, ça augmentera significativement ton espérance de vie. Bien entendu, j'ai émis quelques raccourcis, quelques interdépendances qui ont simplifié mon propos à plusieurs égards, je l'entends. J'ai voulu faire au mieux pour aller à l'essentiel. Bon, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, hein. De manière individuelle, ben, il y a la qualité du sommeil, la satisfaction au travail, la propension d'un apprentissage continu tout au long de la vie, qui permet notamment de relativiser ou solutionner les problématiques du quotidien. Et de manière collective, c'est l'efficience des systèmes politiques et administratifs dans le pays dans lequel tu es inscrit qui va jouer, l'efficacité des systèmes éducationnels et de leurs débouchés, des systèmes de santé optimisés, également l'adaptabilité à des contextes socio-environnementaux, qui vont jouer aussi dans l'accroissement, la diminution, de l'espérance de vie, d'une population donnée. On arrive au terme de cette 3e capsule, voilà, j'espère que tu as pu y voir clair et sur les facteurs qui peuvent te permettre de booster ton espérance de vie. Maintenant, histoire de rien rater, veille dès à présent à activer, la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qui adviendront, et par souci de complémentarité, abonne-toi pour ne rien zapper de la suite qui arrive, et sache par avance que je t'en remercie. Mais avant de prendre la tangente, au cas où cette vidéo t'a plu, dans la forme ou dans le fond, ben, je t'invite à liker, commenter, partager. Et nous, on se retrouve donc dans une semaine tapante, et à cette occasion, je te dévoilerai le concept du temps social, les 5 idées forces qui le gouvernent. Bon, ben, l'essentiel a été dit, hein. Je vais y aller parce que l'horloge tourne. Ouais, il me reste du boulot, donc ben, fais bien attention à toi. Take care, stay strong. C'était Mourad. Peace. Ouais, PS, j'ai oublié de te montrer, en gros, c'est des sources qui sont à la suite du document. Hop, et c'est ça. Donc voilà les sources si tu as besoin d'aller plus loin dans les différents points que j'ai mentionnés. Allez, je prends la tangente. Ciao.